Sujet épineux qui m'a souvent hanté, tel un fantôme vengeur et affamé. Dans ma robe blanche romantique, telle une ingénue protagoniste d'un récit gothique, je ne voyais le danger se soucier de mon existence naïve. Alors, vers 2019, j'ai commencé à parler de Lovecraft et de son œuvre sur Internet, le monde voisin de la réalité. J'expliquais, à qui voulait bien me lire, mon parcours auprès de l'auteur de Providence, que j'ai vite conçu comme un enseignant post-mortem. Je ne me cache pas d'exprimer toute la profonde gratitude que j'avais pour ces récits, et à quel point ils m'ont aidé, d'une certaine façon, à grandir et à appréhender le monde d'une façon nouvelle. J'étais reconnaissante d'avoir croisé sa route, que l'univers m'ait laissé distinguer son écho dans le brouhaha cosmique. J'étais heureuse de m'être confrontée à ses imperfections et qu'il m'ait livré toutes ses peurs sur papier ivoire. Mais mon enthousiasme et mon manque de prudence m'attirèrent irrémédiablement quelques défaveurs du public s'égarant sur mes discours. J'ai dû très vite faire face à une multitude de remarques et commentaires entachant mes passions, dans une vaine tentative d'éteindre le feu de mes intérêts. Hey, c'est super ce que tu fais, dommage que Lovecraft soit raciste. Tu sais que Lovecraft est raciste ? Tu parles de cet auteur, mais tu sais qu'il est problématique. Oui, c'est dommage. Oui, je sais que Lovecraft était raciste, et il était même bien d'autres choses questionnables. Oui, je sais qu'il était problématique. Mais saviez-vous que nous l'étions aussi, tous ? Je connais mon bagage, je sais qui je suis. Alors je n'ai fait que rarement état de ces retours que je trouvais creux, trouvant cela particulièrement curieux d'aborder une inconnue de la sorte, oblitérant au passage ses éventuelles connaissances et son histoire. Supposant, hâtivement et souvent sans courtoisie, que l'autre est un ignorant, et que de bon cœur, nous voilà à lui porter les bons savoirs. Alors je me suis remise en question, en sachant quelles étaient les positions de Howard Phillips Lovecraft sur quelques questions d'ordre social, auxquelles je n'adhère pas moi-même. Devais-je laisser tant de place à l'auteur de Providence dans mon quotidien ? Est-ce une bonne chose de l'ériger en icône personnelle ? Est-ce acceptable de lire Lovecraft encore à ce jour ? Est-ce que je participe, d'une certaine façon, à l'invisibilisation de certaines populations ? Est-ce que lire, c'est cautionner ? Des questions morales qui m'ont longtemps tourmentée avant que mon cœur ne s'apaise. J'avais peur que l'autre ne me voie mal, qu'il se fasse une fausse idée de qui je suis. Mais je ne peux contrôler la façon dont les autres décident de me percevoir. Je ne peux décider des a priori que l'autre imaginera, à tort ou à raison en ce qui concerne mon personnage. Étant actrice de ma vie et l'autre acteur de la sienne, l'existence est un match à mort d'improvisation où il nous est nécessaire de composer avec et de réagir et s'adapter en conséquence. Ainsi, je ne crains plus le regard de l'autre, ou presque. Et au lieu de me confondre en excuses d'avoir une culture et des traditions différentes, et de le rejeter, terminé, le rideau tombe, je préfère lui tendre la main et lui laisser un autre choix. Je suis l'autre de l'autre, et je le laisse choisir de visiter ma ville intérieure, l'architecture qui l'habille, de rencontrer la population qui la compose, ou de l'ignorer sans la détruire. Tout ce temps, en ayant peur du regard de l'autre, j'étais inconsciemment en guerre contre lui. Lovecraft est symptomatique de ma morale défaillante, celle-là même régissant les lois de ma cité. C'est parce que j'ai invité le fantôme de Lovecraft au sein de celle-ci que cela m'a permis d'affirmer ou infirmer certaines mœurs gouvernant mes temples. J'ai compris que nous étions différents, et c'est parce que je l'ai compris que je peux me permettre d'être critique envers moi-même et envers ce passé que je n'ai jamais connu, sans condamner ce qui est déjà. Je ne suis pas juge chez l'autre, j'ai déjà bien assez à faire avec moi-même. La pensée sacrale du puritanisme ne me scie guère. Les poids manichéens des valeurs de bien et de mal m'ont toujours peu incombé, préférant laisser ces fardeaux à la pensée chrétienne, et plus largement religieuse. Si je devais m'y raccrocher, probablement que je n'aurais jamais tendu la main à l'autre, craignant qu'il ne m'altère ou renverse mes lois intérieures. Crainte du chaos, d'une certaine façon. Mais désormais, j'aime composer avec celui-ci, bien plus qu'avec l'ordre frigide. Je ne vois pas la vie en noir et blanc. Celle-ci prend de multiples teintes, dans un kaléidoscope envoûtant, où le gris permet de se souvenir de l'importance des couleurs, de la différence, de l'altérité. Je suis très au courant de l'envers du décor Lovecraftien, et en sachant ce qu'il se cache en coulisses, un certain nombre de réflexions me sont venues. Howard Phillips Lovecraft a marqué une époque.
et son mythe tentaculaire s'est emparé de bien des éléments de la culture populaire. On ne peut pas échapper aux ombres planantes. Elles nous épient, nous traquent. Nous ne pouvons échapper à nos ombres, à moins de se plonger dans les ténèbres elles-mêmes. Alors, qu'est-ce que Lovecraft dit de nous ? Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter dans le moindre détail Howard Phillips Lovecraft. De nombreuses personnes ont tenté l'exercice avant moi, de manière plus ou moins réussie, mais souvent de manière fantasmée, parcellaire ou bien mal informée. Si vous souhaitez découvrir la vie de l'auteur dans les presque détails, je vous conseille vivement la lecture des 2 tomes de sa biographie par Sochi, critique littéraire et essayiste américain, spécialiste des littératures de l'imaginaire, et notamment de l'œuvre de H.P. Lovecraft. Je me suis en grande partie basée sur cette biographie pour pouvoir développer mon argumentaire, étant l'une des rares œuvres faisant autorité actuellement sur le sujet. En tout cas, en ce qui concerne les subtilités de sa vie, son évolution dans son époque, son travail d'écrivain et ses relations. HPL est né le 20 août 1890 à Providence, dans le Rhode Island, aux États-Unis d'Amérique. Il grandira et fera sa vie dans l'Amérique du Nord du début du XXe siècle, et trouvera une mort funeste, gagnée par un cancer, le 15 mars 1937 dans sa ville natale. Il vivra une notoriété limitée durant sa courte vie en tant qu'écrivain, essayiste et poète, focalisant son énergie dans le développement de la littérature de l'imaginaire, qui, comme Poe, souhaitera rendre nobles les sujets fantastiques, d'horreur, voire même de science-fiction. Sa véritable renommée se fera de manière posthume, où sa création gangrénera absolument, ou quasiment, tous les aspects de la pop culture. Est-ce que je vais m'arrêter là ? Non. HPL, ce n'est pas que ces quelques faits d'armes, somme toute assez classiques et applicables au plus grand nombre des auteurs de son époque. Ce que je viens de vous proposer est une mauvaise introduction pour présenter l'auteur comme n'importe quel autre auteur. Pourquoi tout le monde connaît au moins de nom Lovecraft sans l'avoir lu, sans connaître son œuvre ? Alors qu'à la même époque, nous avions les excellents, entre autres, Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, Lord Dunsany, proches ou inspiration de l'auteur, des monuments à leur façon, de la littérature, mais aux réputations plus discrètes à notre bonne époque. Si on se souvient de Lovecraft de manière encore très vive à notre époque, nous pouvons supposer plusieurs aspects. D'une part, une légende raconte qu'il aurait tout au long de sa vie écrit pas moins de 70 000 lettres à divers correspondants. Mais la réalité estime que le volume tourne plutôt autour de 10 000, ce qui est déjà colossal. Ainsi, il a laissé une trace très marquée auprès de nombreuses personnes de son vivant. Après sa mort, certains de ses amis, pour conserver sa mémoire et son œuvre peu mise en avant de son vivant, s'organiseront pour prendre soin, de manière plus ou moins correcte, de ses textes et de son nom. Dans ce rôle, nous pouvons citer le très célèbre Auguste Derleth. Contemporains de l'auteur, ils eurent une amitié épistolaire longue de 12 ans sans jamais se rencontrer. Après la mort de son ami, très affecté par ce départ, Derleth estimera que c'est de son devoir de faire connaître au plus grand nombre l'œuvre du maître de Providence. Ainsi, il ouvrira la maison d'édition Arkham House en 1939. Celle-ci fut entièrement consacrée au récit Lovecraftien. À moins que je n'ai mal cherché, la maison d'édition était toujours active au début des années 2000. Lovecraft serait tombé dans l'oubli sans ses amis dévoués. Son œuvre aurait pu également rester discrète sur la scène internationale. Mais si ce nom se fait entendre comme un écho de l'univers, c'est également grâce au jeu de rôle. En 1981, chez Chaosium, le jeu Call of Cthulhu est édité. Et c'est un carton. La première édition française débarquera en 1984 et Lovecraft connaîtra une ascension fulgurante auprès du public français underground. Tout doucement, au fil des ans, des décennies, Lovecraft fera rugir son nom sur la scène fantastique, de l'horreur et de la science-fiction. Je disais qu'il gangrénera la pop culture ? Oui. Il fut une inspiration à peine masquée pour de très célèbres éditeurs de BD comme DC Comics et Marvel, pour de nombreux cinéastes comme John Carpenter, pour des musiciens comme Metallica, et bien entendu des auteurs divers et variés. Son ombre planera sur les arts.
lorsque j'ai constaté l'ampleur de celle-ci, en sachant son affection toute particulière à l'exercice de l'art, je n'ai pas réussi à réprimer un « bien joué ». Cependant, si on se rappelle encore de lui, c'est également pour un tout dernier point qu'il n'a pas manqué de développer dans de nombreuses de ses lettres, notes et écrits littéraires. Ses positions sociales et politiques. Posthume, et même surtout posthume, bien qu'il ait été confronté quelquefois par ses proches de son vivant, on notifiera son profond racisme, son antisémitisme et une éventuelle misogynie, bien que ce dernier point soit discuté et discutable. La prédilection d'Isaacson pour l'obscénité l'a privé de toute la délicatesse inhérente aux vrais hommes blancs, et il considère la nature sans sa beauté et ses ornements raffinés. C'est une erreur de permettre aux Juifs de se mêler aux Aryens en tant qu'égaux sociaux. Je n'ai jamais été forcé de le faire, et au lycée, j'ai tracé la ligne de couleur chez les Juifs ainsi que chez les nègres, bien qu'il n'y ait, bien sûr, aucune comparaison raciale entre les deux classes d'indésirables. Comme Isaacson essaie diaboliquement de comparer différentes classes de préjugés et de retracer à une seule source ceux qui découlent de la race, de la religion et de la politique. En tant que compagnon d'infortune avec lui-même, il regroupe les races au-dessus et au-dessous de lui. Il appelle tout le monde persécuté, du magistral allemand arien, représentant de la souche raciale la plus élevée du monde, au nègre bestial, trait d'union entre l'homme et les singes. Si c'est du radicalisme, laissez-moi remercier le ciel, je suis un conservateur. Morton est un problème. Je peux sentir la nature plus saine de son travail. Avec lui, je peux m'attaquer d'homme à homme. Il n'y a pas de judaïsme visqueux ou d'orientalisme là-bas. Tandis qu'Isaacson défie l'analyse avec ses caprices asiatiques sournois. Lettre à Reinhard Kleiner, 25 novembre 1915. Ce ne sont pas tous les écrivains macabres qui ressentent de manière poignante et presque intolérable la pression de l'espace extra-atmosphérique cryptique et illimité. Sur le plan racial d'ailleurs, il est presque exclusivement nordique. Les latins ne peuvent tout simplement pas le comprendre, pas même Baudelaire, qui après tout est purement humain de son point de vue, un saint inversé. Chez les individus de ma connaissance, c'est plus rare que les dents de poule. Lettre à Clark Ashton Smith, 17 octobre 1930. New York, ce n'est pas un endroit pour un homme blanc. Lettre à J. Vernon Shee, 28 août 1931. L'esprit féminin ne couvre pas le même territoire que le masculin, mais est probablement peu ou pas inférieur en qualité totale. S'attendre à ce qu'elle reste perpétuellement à l'arrière-plan dans un état de société réaliste est vain, malgré les efforts les plus fébriles des nazis et des fascistes. Lettre à Clark Ashton Smith, 28 octobre 1934. Je remercie chaleureusement Bobby Derry, historien du pulp et de la world fiction, éditeur, auteur ponctuel et créateur du site web Deep Cuts in Lovecraftian Vein, pour m'avoir fait parvenir gracieusement ses recherches pour cette vidéo. Le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme de Lovecraft est indéniable. Quant à sa misogynie, elle n'est pas aussi évidente que certaines sources peuvent laisser croire, bien qu'elle ne serait pas étonnante. Mais nous ne pouvons pas attester de ce dernier point lorsque les preuves sont mal assurées et souvent contredites par d'autres lettres et comportements de l'auteur de Providence, estimant les êtres surtout par leur intellect, hommes comme femmes, et se rendant chez des femmes de manière tout à fait platonique lors de rencontres amateurs. Sans compter sa courtoisie et sa valorisation envers certaines de ses collègues écrivaines, n'hésitant pas à les encourager de la même manière que les hommes à développer leurs fibres artistiques. Il est clair qu'il est inacceptable à notre époque de rester de marbre face aux discriminations, quelles qu'elles soient. Dans cette discussion, il n'est pas non plus question d'excuser les positions d'Howard Phillips Lovecraft. Il n'est qu'un prétexte pour évoquer des mécanismes maladroits de notre époque actuelle, étant un exemple parfait de la simplification de la pensée rationnelle au profit d'une surémotivité chaotique, brouillant l'ordre de la raison.
En faisant mes recherches pour exprimer ma pensée et questionner certains comportements que j'ai pu observer à ce jour, je me suis tout de même demandé si c'était bien pertinent de faire revivre les morts à une époque qui ne les concerne pas. Et en fait, oui, c'est pertinent. Et c'est même tout le propos. Une question de contexte. Si aujourd'hui nous nous insurgeons contre HPL et ses dérives idéologiques, qu'en était-il à son époque à lui ? Quelque chose qu'on m'a appris lors de mes années universitaires en archéologie, c'est que tout est question de contexte, et tout doit être étudié et critiqué dans son contexte. Lovecraft est un pur produit de son époque, un pur produit américain. Que nous dit l'histoire ? Le racisme et la discrimination ethnique aux États-Unis sont un phénomène majeur depuis l'époque coloniale et l'époque de l'esclavage. Le racisme institutionnalisé accordé aux Américains blancs des droits et privilèges refusés aux natifs américains, afro-américains, asio-américains et aux latino-américains. Les euro-américains, en particulier les anglo-américains, sont privilégiés par la loi en matière d'éducation, d'immigration, de droit, de vote, de citoyenneté, d'acquisition de terres et de procédures pénales sur une période allant du XVIIe siècle aux années 1960. À cette époque, de nombreux groupes non protestants immigrants d'Europe, particulièrement les Juifs, les catholiques, les Irlandais, les Polonais et les Italiens, sont victimes d'exclusions xénophobes et d'autres formes de discrimination fondées sur l'ethnicité dans la société américaine. Ce que je n'ai pas précisé au début, c'est que Lovecraft était issu d'une famille de petite aristocratie déchue, avec un père anglophile et des racines certainement quasi totalement anglaises. Il a vécu dans une famille ouvertement raciste, et celle-ci a inculqué quelques valeurs conservatrices dès son plus jeune âge au petit Lovecraft. Voyez-vous où je veux en venir lorsque je dis que Lovecraft est un pur produit de son époque et de la culture où il a évolué. Petite bourgeoisie blanche, à qui tout est dû. Il n'y a donc rien d'étonnant, dans les États-Unis d'Amérique du fin 19e, début du 20e siècle, qu'un homme de manière ne tienne des propos plus qu'inconcevables à notre heure actuelle. De plus, il sera maintenu dans certaines de ses positions par le biais de ses fréquentations, mais également dû à l'influence et pression de la part de sa famille. Même si les États-Unis d'Amérique se sont construits sur des génocides, massacres et pillages, que les préoccupations sociales allaient dans un sens tout à fait nauséabond, ce contexte historique reste tout de même à nuancer, le tableau étant plus gris que noir, bien que le gris soit très foncé. Comme le précisait très bien Christophe Thiel lors d'une de ses interventions à laquelle j'ai assisté lors de la convention campus de l'association Miskatonic, oui, aux USA, le racisme était constitutif de la structure sociale, économique et culturelle. Les discriminations étaient partagées dans toutes les strates de la population et des partis politiques. Mais il existait des exceptions s'apparentant à du proto-progressisme qui permet de nuancer les teintes du tableau dépeint plus tôt. En effet, nous pouvons citer James F. Morton, un proche de Lovecraft, militant de gauche, même plutôt anarchiste d'ailleurs, s'inquiétant des questions de racisme et de la défense des femmes. Il ne se fera pas prier pour gentiment remettre à sa place Lovecraft par correspondance, ce que Lovecraft acceptait tout à fait, estimant avant tout sa personnalité et son intellect, bien que, comme vous vous en doutez, il ne sera pas toujours d'accord avec lui. Cela ne les empêchera pas d'être amis et d'évoluer ensemble. Sans quitter ses positions initiales, en étudiant un peu ses correspondances, on peut remarquer qu'il était capable d'entendre et comprendre de nombreuses contradictions envers lui, sans pour autant détester son prochain, et permettant de nouvelles réflexions qui lui permettront de parfois se remettre en question dans certaines mesures. Cela reste assez imperceptible, on ne change pas du jour au lendemain. Mais voilà, autre époque, autre mœurs. En ayant connaissance de tous ces menus détails, pourquoi voyons-nous des articles appelant au cancel de Lovecraft ? Pourquoi est-ce que je me retrouve incendiée en privé par des inconnus ? Pourquoi cancel Lovecraft ? Maintenant que j'ai dressé un portrait des enjeux autour de la personne de Lovecraft, en précisant tout ce qui est regrettable et dommageable, nous pouvons plonger au sein du sujet de fond qui est un immense révélateur des mœurs de nos sociétés occidentales actuelles. Je me permets de préciser société occidentale car c'est dans ces sociétés que j'évolue en tant que Française.
La société occidentale serait construite sur des idées de la société grecque antique, de la société romaine antique et du christianisme occidental, donc le catholicisme et le protestantisme en majorité. C'est une synthèse de l'histoire, des systèmes institutionnels, des normes, lois, mœurs, coutumes et valeurs propres à l'Occident. Cette société peut se caractériser par ses valeurs fondamentales que sont la liberté, l'égalité, la justice, le droit au bonheur et le progrès. Cette liste de mots et de concepts est à retenir pour la suite de ce discours. Synthèse au demeurant parfaitement établie lors de l'époque des Lumières. La société occidentale se fonde sur les principes de l'individualisme, conception structurante dans laquelle la liberté individuelle est considérée comme un droit que les institutions doivent protéger. La liberté individuelle structure notamment le secteur économique à travers la liberté d'entreprendre et la protection de la propriété privée, entre autres. Ainsi, la notion de société occidentale inclut les États-Unis d'Amérique, dont faisait partie Lovecraft. De plus, la précision est nécessaire tout simplement car je ne connais pas ou trop peu les autres types de modèles de société, ce qui fait que mon propos comportera un nombre conséquent de biais, car s'inscrivant dans un contexte précis. Ici, la société occidentale. Si j'ai envie de vous parler de cancel culture et de Lovecraft, j'ai besoin de vous définir également la notion de cancel culture, qui peut être un concept obscur pour certains. J'ai personnellement découvert ce concept par le biais d'Internet, mais celui-ci prend de plus en plus de place également dans le monde physique au sein de divers débats et espaces publics, et même privés. La définition que je vais en faire n'est peut-être pas parfaite, car ce procédé social prend diverses formes. J'ai fait en sorte de synthétiser l'idée principale. La cancel culture est une pratique apparue aux États-Unis d'Amérique consistant à dénoncer publiquement, au vu de leur ostracisation, des individus, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. C'est un principe qui cherche à annuler, effacer un individu, un groupe, une institution suite à des propos, à raison ou à tort, considérés comme dérangeants, problématiques, vis-à-vis de preuves ou non, mais le plus souvent vis-à-vis de croyances ou ressentis estimés plus justes et valides. Cette culture qui prétend à l'objectivité joue souvent, voire surtout sur le tableau de la subjectivité et de l'émotionnel, et non de l'objectif et du rationnel. Tout ceci au service du politiquement correct. Les méthodes de la cancel culture peuvent faire penser à un principe bien plus ancien, la damnatio memoria, qui est un concept antique romain. C'était un vote du Sénat qui consistait essentiellement à effacer une personne politique des archives historiques en fonction de crimes plus ou moins avérés. En soi, les USA n'ont rien inventé, ils n'ont fait que remettre au goût du jour des mécanismes sociaux et politiques archaïques. Maintenant que tout est clair en ce qui concerne l'auteur de Providence et la cancel culture, dans une société qui évolue rapidement socialement, aux valeurs et aux mœurs changeantes, on comprend mieux pourquoi Lovecraft est un personnage qui interroge et dérange à notre époque. Là où certains d'entre nous se battent pour leurs droits bafoués dus à une ethnicité différente que celle caucasienne, bien que dans d'autres régions du monde cela ne se joue pas sur cette donnée mais simplement sur une différence culturelle, et la culture est une forme de soft power, ou encore pour avoir droit de pratiquer sereinement leur religion, ou simplement se battre pour exister dans des sociétés surtout dominées par des hommes, voilà que l'on valorise dans la culture populaire un homme qui fut ouvertement raciste, antisémite, avec quelques suspicions de misogynie. Étrange dissonance, nous nous l'accorderons. Ou pas. Je me souviens d'une discussion avec une amie à ce sujet, particulièrement militante des droits humains. Elle m'avait interrogée sur mon appréciation de Lovecraft et sur ma manière de diffuser son œuvre sur Internet. Question pertinente, car j'étais moi-même tiraillée entre ma fascination pour son génie littéraire et son histoire personnelle qui est rentrée en confrontation avec mes propres valeurs. En est venue cette question sur la séparation de l'homme et de l'artiste. Je crois qu'à l'époque, ma réponse avait été très simple et depuis, je n'ai pas vraiment changé de position. Je n'ai jamais séparé l'homme de l'artiste, je n'ai jamais cherché à contrôler les émotions que j'avais envers sa littérature, et bien que je ne sois absolument pas en accord avec les valeurs qu'il portait à son époque, je ne les ignore pas et je fais attention à son contexte, sans oublier. En faisant mes recherches pour cette discussion,
je suis tombée sur une citation qui m'a marquée. En 1996, le président du MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, écrivait à propos du massacre du 17 octobre 1961, qui fut une répression meurtrière par la police française d'une manifestation pacifique d'Algériens organisée à Paris par la Fédération de France du FLN, Front de Libération Nationale, un parti politique algérien fondé en 1954, dans un contexte de guerre d'indépendance algérienne. Combattre l'oubli d'hier, c'est combattre le racisme d'aujourd'hui. Cette amnésie collective est aussi un vecteur puissant du racisme anti-maghrébin et plus précisément anti-algérien actuel. Je vous parle de cancel culture, qui est une culture d'effacement et donc de censure. Je pense que les appels à cancel Lovecraft sont dangereux, car effectivement, même si cela ne règle pas tout et l'histoire nous l'a prouvé 1000 fois, effacer, censurer un événement ou une voix peut provoquer un oubli et donc participer à la répétition d'événements et de comportements qui ne sont plus en adéquation avec le présent et éventuellement le futur que l'on souhaite construire. La discussion avec cet ami s'était conclue sur quelque chose de fertile, où j'avais la volonté de critiquer l'œuvre de Lovecraft, justement parce que j'aime sa littérature et qu'il est important de discuter de celle-ci, de son auteur et de son contexte pour sensibiliser à certains sujets d'ordre sociaux. Qui plus est, l'auteur rentre dans un contexte particulier que j'ai longuement évoqué plus tôt, et je trouve dommageable que nous n'en fassions pas tous état pour construire notre pensée de manière plus rationnelle. On ne critique pas de la même façon des propos datant du siècle dernier que ceux pouvant être évoqués de manière contemporaine. Un mort ne peut pas se défendre et changer, le passé est immuable. En effet, effacer, silencer ou corriger le passé me semble être un exercice périlleux et dangereux pour les raisons évoquées plus tôt. En construisant mes idées pour répondre aux différentes questions dressées durant cet argumentaire, la notion de censure est très souvent revenue et certains événements qui me sont contemporains m'ont fortement interloqué, que sont les censures et réécritures de certains livres, comme ceux d'Agatha Christie par exemple. Je prends cet exemple avec l'œil de l'universitaire et non de la militante, bien qu'il en existe d'autres. Cet exemple est celui qui peut le plus être comparé à Lovecraft, étant donné que l'autrice est actuellement décédée et contemporaine de Lovecraft, bien qu'elle soit anglaise et non américaine. Actuellement, nous assistons à un retitrage de certaines de ses œuvres et à quelques corrections au sein de ses textes, ce qui me semble absurde de par leur contexte d'écriture, et l'histoire et contexte de l'autrice. La réécriture du passé n'a jamais fait de belles choses. Imaginons que nous le fassions avec les écrits de Lovecraft. Est-ce que cela vous semble pertinent ? En sachant qu'il est souvent évoqué que, par exemple, le racisme et la xénophobie de Lovecraft est intrinsèque à ses productions, est-ce que cela ne donnerait pas des livres vides ? L'idée est peut-être extrême. Oui, le racisme et la peur panique de l'autre de Lovecraft nourrira sans aucun doute sa littérature. Mais ce ne fut pas sa seule source d'inspiration. Mais questionnons-nous sur cette volonté d'effacer et de corriger. Qu'est-ce que cela dit de nous ? N'aurions-nous pas une sorte d'envie d'être des êtres purs en tout point ? Une idée largement démocratisée dans de nombreuses religions, dont celles issues du christianisme comme le catholicisme et le protestantisme, par exemple. Une idée puritaine, comme Lovecraft put l'être à son époque en d'autres circonstances. Bien qu'il n'ait pas été religieux, bien au contraire. Nous ressemblons beaucoup à l'auteur, je trouve, d'une certaine façon. N'est-ce pas ? Si nous avons une volonté d'effacer Lovecraft, n'est-ce pas simplement parce qu'il nous met parfaitement en face de nos impuretés, de nos ombres, de nos peurs profondes, remettant en cause notre identité ? Lovecraft avait une crainte irrépressible du métissage. Le mélange avec l'autre, avec l'inconnu furent des thématiques centrales de ses récits. Lorsque j'ai commencé à lire Lovecraft, je n'étais pas très au courant des revendications sociales de mon époque, c'était quelque chose d'assez lointain. De ce fait, je ne voyais pas forcément les petits détails qui pouvaient être dérangeants dans sa plume. Ce que je lisais me faisait écho car je comprenais une quête d'identité. Et lorsqu'on est adolescent et jeune adulte, on se cherche, on se demande mais qui suis-je dans ce monde ? Et les récits Lovecraftiens répondaient parfaitement à cette question,
comme une catharsis. Cette peur de l'autre, du métissage chez Lovecraft, n'est-ce pas simplement une peur plus globale de se perdre en l'autre, de dissoudre sa propre identité dans les ténèbres de l'inconnu? L'identité et les revendications identitaires étaient centrales chez Lovecraft, qui a vécu dans une famille étouffante et dysfonctionnelle. Il était très attaché au noyau familial, et il s'organisait par exemple des pèlerinages sur les terres de certains de ses ancêtres dans une quête d'affirmation de sa lignée, de sa légitimité à porter un nom, une histoire. Il cherchait à exister, d'une certaine façon, par le passé. N'est-ce pas ce que nous faisons tous en nous présentant avec notre nom de famille, porteur de nombreuses histoires, les plus jolies comme les plus laides? Je me suis certainement reconnue en Lovecraft par ce biais également. J'adore la généalogie, j'adore l'histoire, et je me suis il y a quelques années lancée à la rencontre de mon histoire familiale. Et je dois bien avouer que j'en ai découvert des belles et moins belles, questionnant profondément mon existence. Suis-je mon passé? Pas vraiment. Dois-je fermer les yeux sur le bagage que ma famille me lègue? Je ne pense pas, au contraire. J'ai la chance d'être encore vivante, de pouvoir changer la donne en comprenant ce que le passé me porte comme message. Lovecraft était un conservateur, et dans conservateur, il y a l'idée de conserver. Il avait la volonté de conserver, pour certainement asseoir un certain contrôle sur son storytelling et donner de l'ordre à un monde qui l'effrayait en tout point par son entropie chaotique. Structurer son histoire, son storytelling personnel, c'est garder la main sur un monde qui tourne même sans nous, et expliquer ce qui heurte nos frontières personnelles. Est-ce que garder un contrôle sur sa lignée culturelle, c'est contrôler sa propre histoire? Faire sien le passé est une façon de garder une certaine stabilité identitaire, tout en s'enfermant dans des certitudes, certes protectrices, mais ne permettant pas l'abstraction et empêchant l'ouverture sur l'autre, l'inconnu. Aspect étonnant, quand on sait la capacité terrifiante de Lovecraft à imaginer et créer l'étrange dans des sphères nébuleuses de mots aux contours flous pour parler de l'autre. Un thème important que j'ai pu remarquer dans les récits de Lovecraft, c'est cette crainte de la dilution, de ne plus s'appartenir. On peut la remarquer dans Le cauchemar d'Innsmouth, achevé en 1931 et publié en 1936, où il est question d'hybridation entre des êtres venus des profondeurs et des humains. L'idée est terrifiante, décrite comme quelque chose d'atroce et de contre-nature. Tout cela pourquoi? Pour acquérir des richesses matérielles et du poisson, dans un échange consensuel. Lovecraft avait également une peur de la non-civilisation, du barbarisme qu'il estimait venir d'ailleurs. La non-civilisation, c'est le non-ordre, c'est donc le chaos, et en cela l'auteur ne pouvait s'y résoudre. Pourtant, il usera régulièrement de cette notion de chaos dans ses récits, celui-ci venant forcément de forces extérieures que l'humain ne peut pas fuir indéfiniment et doit subir quoi qu'il arrive, le menant à sa perte, à sa pure folie. La folie menant fatalement à la mort, ou dans le meilleur des cas à l'oubli. Cette fin de l'être, c'est la mort de l'identité, le personnage ne sachant plus qui il est, ne se souvenant plus de son histoire, et si c'est le cas, il préférera la mort, l'annihilation de sa propre main. Le suicide est un choix conscient, et celui-ci est toujours proposé à ses protagonistes. Certes, ils le choisissent quasi systématiquement quand leur esprit est encore un peu parmi nous, mais Lovecraft laisse le choix. Il laisse le choix au lecteur. Lirons-nous le dernier paragraphe? Serons-nous les témoins de cette fin tragique? Ou détournerons-nous le regard? Nous laisserons-nous le choix de vivre avec ce que nous avons vécu, vu dans ces aventures? Désormais, lorsque je lis Lovecraft, j'ai toujours une réaction un peu étrange. J'aurais écrit souvent la fin, dissonance cognitive personnelle. Quand j'arrive au passage de l'annihilation du personnage principal, parfois je décide qu'il vive tout de même, même si celui-ci est mort. Je me persuade qu'il a survécu, qu'il a réussi son épreuve. Il vit à travers moi. Il s'est dilué d'une certaine façon en moi. J'ai vécu avec lui son histoire. Et je décide d'apprendre de son existence fictive pour pouvoir évoluer au quotidien. Le personnage est mort, mais pas tout à fait. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au long des siècles mourir même la mort. Écrivait Lovecraft dans L'Appel de Cthulhu de 1926. La peur de l'inconnu, la peur de l'autre est probablement la peur la plus répandue et la plus ancienne que l'humanité porte en elle. Chez Lovecraft, cette peur s'est traduite dans son racisme, sa xénophobie,
son antisémitisme et sa probable misogynie, quand les femmes sont rarement présentes dans ses récits, sinon décrites comme monstrueuses. Nous avons tous peur de l'autre, ce qui est différent, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne peut décrire et catégoriser en un regard, qui nous met au défi, enfonce nos frontières, plane comme une ombre sur notre cité personnelle. Cette peur se traduit de 1000 façons, et nous nous battons tous les jours contre elle. Nous traversons nos propres ténèbres, notre propre inconnu afin de nous découvrir, et nous nous découvrons dans l'autre. L'identité ne peut exister sans le regard de l'autre. Nous ne pouvons exister sans l'autre. Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Écrivait Nietzsche dans son ouvrage intitulé « Par-delà bien et mal » de 1886. 3 nouvelles m'auront marqué particulièrement dans la littérature lovecraftienne. La couleur tombée du ciel de 1927, Dans l'abîme du temps de 1936 et Les montagnes hallucinées de 1936. Elles m'ont toutes marquée pour des raisons différentes. La couleur m'a marquée par sa représentation de l'autre qui tombe par hasard au mauvais endroit, au mauvais moment. La couleur tente de rentrer chez elle par tous les moyens, on vient l'étudier, et celle-ci se dissout dans la terre, la faisant changer et prendre ses couleurs. Au début, les habitants de la ferme trouvent ça merveilleusement beau, mais ils déchantent vite quand le résultat n'est pas tout à fait ce à quoi ils s'attendaient. Dans l'abîme du temps, nous avons un récit de voyage, dans le monde matériel et dans le temps, à la recherche d'une ancienne civilisation érudite disparue de la grande race de Ys. Ces derniers se sont fait détruire par une autre race, les Shoggoths. L'humain subissant ces visions du passé qui ressemblent au présent découvre la cité et l'explore vide des Ys. Après quelques déboires qui auraient pu lui coûter la vie, il retourne à son campement avec une réflexion toute nouvelle. Parfois, le passé est bien là où il est. En ce qui concerne les montagnes hallucinées, c'est l'empathie que l'explorateur décrit envers les créatures qu'il découvre qui m'a marqué. En aucun point les anciens, qui ressemblent un peu à des concombres géants avec une étoile de mer sur la tête, n'ont un aspect humain. Et pourtant, le protagoniste les estime comme des hommes. C'est pour toutes ces raisons que je pense que les récits Lovecraftiens sont des récits cathartiques pour l'auteur, mais également pour nous. Faut-il cancel Lovecraft ? Qu'est-ce que Lovecraft dit de nous ? Je crois que tout le monde comprendra que j'estime que non, il ne faut pas cancel Lovecraft. C'est une pure bêtise, à mon sens, de vouloir effacer les travers d'un auteur, quel qu'il soit, ou de silencer son travail. Il est nécessaire de le laisser ouvert à la critique et de le critiquer dans son contexte. Qui plus est que Lovecraft, et bien d'autres auteurs et autrices bien entendu, sont des reflets, des miroirs grossissants de nos sociétés, de par l'histoire qu'ils portent avec eux. Censurer, modifier le passé, n'est pas nous rendre service. Bien au contraire, c'est glisser dangereusement vers une forme d'apathie qui empêche l'ouverture et le progrès. Or, nous avons besoin d'empathie, de ressentir avec mesure, pour pouvoir avoir un raisonnement adapté et servant le progrès de manière générale. Pour exister, confrontons-nous à l'altérité, même celle qui nous dérange. Nous ne sommes pas parfaits, et je ne crois pas que cela soit quelque chose d'enviable. L'erreur permet la remise en question, l'innovation, la découverte. Beaucoup de grandes avancées se sont faites dans l'erreur. La stagnation, c'est la mort. Je préfère le chaos à l'ordre. Je préfère la tempête qui porte des ressources sur ma plage isolée, à l'océan d'huile qui ne me laisse voir qu'un horizon stérile. J'ai envie qu'un bateau me trouve, et si celui-ci ne me trouve pas, je le trouverai moi-même avec mon radeau de fortune. Si on a tant envie de cancel Lovecraft, n'est-ce pas tout simplement car celui-ci a réussi en maître à catalyser la plus grande peur de l'humanité. En le condamnant, ne sommes-nous pas comme lui, en ayant peur d'une histoire dont la complexité nous dérange, qu'il est plus simple à réduire à une étiquette simple à haïr ? L'autre.